Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture graphique de mes dernières lectures graphiques, ça paraît logique. Et je vais vous parler de 2, 4, 5 séries différentes. Voilà, il y a comme d'hab, il y a BD, plutôt comics et manga aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas tellement de bande dessinée. On démarre tout de suite par une duologie manga que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est la duologie Season Life. C'est de Nobuyuki Fukumoto au scénario et Kaiji Kawaguchi au dessin. Et ici, on est sur un thriller. Ouais, on peut dire un thriller. On va suivre donc le monsieur que vous avez ici. Donc forcément, j'ai oublié son nom, monsieur Takeda. Au début de l'histoire, il a perdu sa femme qui est morte d'un cancer. Il a perdu sa fille qui a disparu il y a 14 ans, je crois. Je crois que c'est ça. Et au début de l'histoire, on lui diagnostique un cancer. Et voilà, on lui dit que malheureusement, c'est un cancer foudroyant. Il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Et au début de l'histoire, il est désespéré. Il a perdu sa femme, perdu sa fille, il est malade. Il décide donc de se suicider. Au moment fatidique, le téléphone sonne, il décroche et il apprend qu'on a retrouvé le corps de sa fille qui donc a disparu 14 ans auparavant. Il faut savoir qu'au Japon, il y a un délai de prescription qui est de, je sais plus, qui est de 15 ans. C'est ça, le délai de prescription est de 15 ans. Et là, il reste à peu près 6 mois et il va décider d'essayer de retrouver le meurtrier de sa fille et avec lui, on va remonter le temps au fur et à mesure de ses découvertes et on va nous-mêmes partir dans une enquête pour essayer de découvrir 14 ans auparavant qu'est-ce qui s'est passé et qui a tué sa fille. Voilà. C'est un sujet qui est assez classique hein, si vous lisez du thriller et du policier, le cold case, etc. Mais c'est super bien fait. Alors, j'ai une petite préférence pour le tome 1. Forcément, c'est la découverte de l'histoire, découverte des personnages. Je trouve qu'il y a un très très bon rythme dans ce tome au niveau du suspense, des révélations. On a vraiment envie de savoir. Et je trouve que les planches, je vais vous en montrer quelques-unes. Les planches, elles ont un style Taniguchi Urasawa. Alors Taniguchi, c'est l'homme qui marche et Urasawa, c'est Monster. En gros, je trouve qu'au niveau du dessin, on a vraiment quelque chose comme ça d'assez... qui, moi, a des vibes vraiment Taniguchi-esque, on va dire. Donc, un premier tome vraiment excellent. J'étais à fond, c'était super addictif. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Et un deuxième tome que j'ai trouvé un tout petit peu en dessous en termes d'émotion. L'enquête, elle est toujours intéressante puisque, voilà, on veut connaître, on veut savoir ce qui s'est passé. Et en même temps... donc l'auteur nous maintient le suspense vraiment jusqu'au bout et en même temps on a à la fois forcément l'enquête mais aussi un peu la rédemption de ce papa en fait qui va découvrir sa fille. Il a donné toute sa vie pour son travail et finalement sa fille il la connaissait pas tant que ça, pas si bien que ça et c'était assez beau aussi de voir cette relation qui se créait malheureusement tant d'années après et vraiment c'est une super duologie. Je regrette pas du tout d'avoir découvert cette série et je trouve que c'est un titre qui est parfait si vous voulez démarrer dans le manga, si vous voulez voilà, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez envie de lui faire découvrir pour savoir si éventuellement le manga ça peut lui plaire. Franchement cette série elle est excellente, vraiment c'est une parfaite porte d'entrée. Tout autre chose, on va passer sur un comics que j'ai tout autant adoré et pas forcément pour les mêmes raisons. Ici, c'est Punk Rock Jesus de Sean Murphy. C'est publié chez DC Comics dans leur collection Urban. Ici, on est dans une histoire d'anticipation de SF. On imagine comme ça dans le futur qu'une émission de télé-réalité va naître et que cette émission de télé-réalité, elle va recréer Jésus-Christ. En fait, elle va réussir à cloner à récupérer un ADN de Jésus et elle va le cloner et on va suivre et cette mission de télé-réalité et nous par la même occasion va suivre Jésus de sa naissance jusqu'à son âge adulte. Alors petite particularité déjà, je retrouve un marque-page dedans, première particularité. Deuxième particularité, c'est intégralement en noir et blanc. Deuxième particularité, si vous êtes habitué aux comics qui se lisent très vite, sachez que là c'est pas le cas. Alors il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de bulles. C'est un titre qui prend son temps.
Moi, je l'ai adoré. Vraiment, c'est une excellente lecture. Alors, en dehors du pitch, c'est pour ça que je l'avais lu au démarrage, que je trouvais assez what the fuck quand même. Recréer, recloner Jésus, c'est quand même assez spécial. C'est un espèce de Truman Show pour ceux qui connaissent le film, c'est-à-dire qu'au démarrage, l'enfant, il n'a pas conscience de ce qui se passe et il se passe un certain nombre de choses autour de lui qui ne sont pas forcément drôles, on va dire ça comme ça. Et puis au fur et à mesure, il va prendre conscience de ce qui se passe, il va prendre conscience de ce qu'on essaie de faire de lui et ça va pas forcément se passer comme l'émission de télé-réalité l'aurait voulu. On est ici bien évidemment dans une grosse dénonciation de la manipulation des masses via les médias, ça c'est évident. On a aussi toute une dénonciation du puritanisme américain, de l'obscurantisme, parce qu'il y a des choses qui moi m'ont fait lever les yeux au ciel en disant mais non mais en fait c'est pas possible en fait ça, c'est absolument pas possible, mais les gens y croient parce qu'ils sont manipulés par les médias. On a également une dénonciation bien évidemment de l'extrémisme religieux, parce que vous vous doutez que recréer un Jésus, pour ceux qui sont extrémistes religieux, c'est complètement impensable, inimaginable. Donc on a vraiment aussi ça qui est dénoncé à travers ça. Et puis ce Jésus, en fait, est-ce qu'il est juste un symbole, une icône, ou est-ce qu'il est un individu propre qui peut réaliser des choix, qui peut choisir sa propre vie indépendamment de ce qu'on essaie de faire de lui? Voilà, il y a vraiment plein de choses dans ce titre. C'est un one-shot, c'est un excellent titre. Le dessin, par moment, il peut apparaître un petit peu brouillon, parce que là, on est vraiment uniquement sur du noir et blanc. Moi, je trouve qu'il y a des planches, comme celle-ci, par exemple, qui sont absolument sublimes. Voilà, attention, il y a des choses pas forcément évidentes à lire, hein. Il y a des choses qui sont parfois un peu gore, un peu dur. Voilà, il y a quand même des choses un peu compliquées. Jésus, il n'a pas forcément que la vie facile et parfaite. Hein. C'est pas toujours le grand bonheur. Voilà, on a des choses un peu compliquées qui sont évoquées quand même. Hein. Voilà, mais je trouve que le dessin, il va très bien avec cette histoire. C'est irrévérencieux. Ça peut parfois en choquer certains, en heurter certaines convictions, ce que je peux entendre. Moi, ça ne m'a pas choqué. J'ai trouvé ça assez juste sur plein de choses, extrêmement drôle à d'autres moments, intriguant, ça pose question. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce titre, hein, que j'ai absolument adoré et que je vous recommande. Donc juste pour revenir sur le dessin 30 secondes, on a un style graphique, comme je disais, on est intégralement sur du noir et blanc, beaucoup de trames, des pages parfois assez sombres, ce qui en fait parfois des pages un peu brouillonnes, mais on a aussi des pages assez impactantes. Je vous mets assez loin, vous voyez, vous devinez l'image, mais pas le texte ni ce que l'auteur exprime ici. Et puis, ça fait un peu aussi style années 50 au niveau de la BD américaine. Bref, Punk Rock Jésus, si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir, moi je vous le recommande. Il était alors à 5,90 €. Je ne sais pas si c'est toujours à ce prix parce qu'il y a une augmentation d'1 € sur les Urban Nomades. Mais même à 6,90 €, franchement, ça vaut largement le coup. Comme je disais, si tant est que vous n'êtes pas choqué. Voilà, c'est pas quelque chose qui vous heurte, ce sujet-là, ou qui vous heurte dans vos convictions profondes. Moi, j'ai adoré, c'était excellent et je vous recommande. Ensuite, oui, on va rester dans le comics. J'ai lu Fable, le tome 3. C'était tellement bien. C'est vraiment une série de comics coup de cœur. Franchement, Fable de Bill Willingham et Mark Buckingham, c'est donc le tome 3 sur 10, je crois. C'est DC Comics publié dans la collection Urban, et oui, je suis fan. Vraiment, je suis fan. Si vous connaissez pas Fable, c'est simplement... les auteurs imaginent que tous les personnages de contes de fées, de légendes urbaines, d'histoires populaires sont vivants et vivent à New York en essayant de se cacher un petit peu des êtres humains. Ils vivent à côté, ils essaient de pas trop se mêler et surtout que les humains ne sachent pas qu'ils sont les vraies figures, les vrais individus des contes de fées. Et il leur arrive plein de choses parce qu'ils vivent tous ensemble à Fableville et que Fableville a une structure propre à elle, une organisation, etc.
C'était toujours aussi bien, vous vous en doutez, c'était comme rentrer à la maison, je suis complètement dingue de cette série. Il y a plusieurs, alors là je vous ai donné les deux noms principaux, mais il y a plusieurs dessinateurs qui interviennent sur ce titre, ce qui pourrait parfois donner l'impression d'être brouillon, c'est-à-dire qu'on a un style comme ça, et puis on peut aussi avoir des choses un peu plus différentes, ça pourrait donner l'impression d'être un peu brouillon, mais en fait pas du tout, on s'y fait vraiment très bien. En plus on a généralement un style graphique ou un dessinateur qui suit un bout d'histoire, donc c'est plutôt pas mal. Dans ce tome 3 je trouve qu'on a un petit peu plus de densité que dans les tomes précédents, où on avait une histoire qui suivait. Je trouve que l'histoire elle est super riche. Il y a à la fois un certain nombre d'événements qui se passent à Fableville, mais on suit également tout un tas d'autres personnages dans leurs propres aventures, soit complètement indépendantes de ce qui se passe à Fableville, soit liées d'une manière directe ou indirecte aux événements de Fableville. On a les deux, donc c'est en ça que je parle de densité parfois. Alors attention, hein, c'est tout à fait abordable, hein, c'est juste densité parce que il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages, donc voilà, il faut quand même rester un petit peu concentré pendant sa lecture. J'ai une petite préférence pour les parties qui se passent dans Fableville parce qu'il y a un petit côté complot, tout ça, et ça me plaît bien, mais je suis aussi assez contente de suivre les histoires d'autres personnages. Je crois que Pinocchio est mon personnage préféré. Je suis assez contente quand même de les suivre dans d'autres histoires, dans leurs histoires du passé, etc. Je trouve que c'est quand même assez réussi. On a aussi, je trouve qu'ils sont assez forts aussi. Il y a des personnages qu'on va voir disparaître pendant un tome ou pendant plusieurs histoires, et puis il va réapparaître un petit peu après sur d'autres choses. Donc on les revoit régulièrement. Là, je pense plutôt à Jack, de Jack et le haricot magique. Ouais, c'est excellent. Vraiment, à nouveau, hein, comme Punk Rock Juju, je peux vraiment que vous recommander. Regardez cette planche-ci, quoi, qui est un combat, qui est vraiment magnifique. Enfin, il y a des planches super réussies. Regardez-moi cette... et donc on retrouve à la fois des personnages de contes, etc. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a à la fois des personnages qui conservent l'image qu'ils ont dans les contes. Alors je ne peux pas vous donner d'exemple, mais en gros c'est comme si Blanche-Neige se comportait comme Blanche-Neige, et des personnages qui sont à l'opposé de l'image ou de ce qu'ils sont dans les contes de fées. C'est assez amusant des fois quand on les voit arriver de se dire, alors toi, est-ce que tu vas être comme ton personnage ou pas du tout? Ce détournement des contes, il est vraiment excellent, super réussi. Et voilà. Et quand je lis cette série, j'ai l'impression de lire une immense fresque avec tous les personnages de contes de fées. Alors, je dis contes de fées, mais c'est contes de fées, légendes urbaines, mythes populaires, etc. Puisqu'on a, alors on a des classiques, hein, on a Blanche-Neige, le prince, Cendrillon, mais on a aussi un loup-garou, on a aussi Aladdin, enfin voilà, on a des choses de contes, mais pas que. Et pas, comme je disais, je parlais d'Aladin, et pas forcément que des contes occidentaux non plus. Je suis complètement fan de ce qu'ils ont fait avec cette série. Vraiment, j'adore. Vraiment, j'adore. Je suis fan des petits détails. Vous voyez, voilà, il y a des choses comme ça. Donc là, on a des choses sur le côté, on a des en-têtes. Et puis des fois, on n'en a plus. Puis des fois, les en-têtes, c'est pas les mêmes. Enfin, je suis complètement fan. J'adore. Et là, regardez, on a un truc un peu, ça fait roman photo. Ouais, vraiment plein de choses. On va lire le tome 4, si je ne me trompe pas, en septembre avec Dorian. Et ça va être un grand plaisir de retourner dans Fable. Vraiment, j'adore. Voilà, si vous n'avez pas compris, lisez Fable. Ensuite, j'ai lu toute autre chose, One Piece, le tome 107 en lecture commune avec Dorian. Est-ce que j'ai dit que Fable, c'était en lecture commune avec Dorian? C'est pas sûr. En tout cas, c'est avec lui que je l'ai lu. Et c'est très cool. One Piece, le tome 107. Alors forcément, je ne peux pas vous raconter l'histoire du tout parce qu'on est au tome 107. Et alors, soit ça va vous spoiler si vous lisez, soit si vous ne lisez pas One Piece, ça ne vous intéresse pas. Donc, je ne vais pas m'apesantir 107 ans, ça tombe bien, sur One Piece. Donc, un tome un peu plus sympa parce qu'il y a moins de combats. Et j'avoue que moi, les tomes entiers de combat, ça me plaît pas du tout. Donc, j'avoue que là, je suis plutôt contente qu'on retrouve un peu des fils narratifs de l'histoire plutôt que de se concentrer sur des combats, ce qui, moi, ne m'intéresse pas du tout. Il faut cependant être bien concentré quand même parce qu'on a pas mal de fils narratifs, pas mal d'événements, donc il ne faut pas le lire à 200 à l'heure. Hein, voilà, il faut vraiment le lire tranquillement en étant bien concentré sur ce qu'on lit parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations à intégrer et comme je dis, il y a beaucoup de petits bouts d'histoire qui
connaissant l'auteur, à un moment, à mon avis, ça va se recouper. Donc, il faut vraiment bien suivre tout pour ne rien rater. On a quelques combats malgré tout. Et à nouveau, les combats, je les trouve un peu confus par moments si on n'est pas suffisamment attentif. Ça m'embête un peu. On voit beaucoup de personnages et c'est plutôt cool de mettre en avant des personnages, de mettre en avant d'autres personnages que les personnages de l'équipage standard, donc des personnages secondaires. C'était le mot que je cherchais et que je n'avais pas. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Je trouve que là où il est le meilleur, de toute façon, Oda, c'est pas dans les combats qui s'éternisent, mais vraiment dans tous ces personnages et toutes ces histoires qu'il crée autour de tous ces personnages. Et puis dans ce tome-ci, on a plusieurs révélations. Comme je disais, il ne faut pas rater le coche. C'est plutôt très cool à lire. Et voilà, si vous lisez One Piece, si vous aimez One Piece, vous allez jusque-là. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes de toute façon pas arrivé jusque-là. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps sur ce titre que moi, je continue de lire. Alors, je dois bien reconnaître, pour le moment, je trouve que c'est un peu en deçà d'autres arcs, mais c'est aussi le défaut de les lire au fur et à mesure. C'est vrai que les arcs, on les apprécie quand même davantage quand on lit plusieurs tomes d'affilée, mais c'est aussi cool pour moi de les lire au fur et à mesure. Comme ça m'évite de trop me faire spoiler. Et on va terminer par une trilogie de comics. Hop là, la trilogie Scurry de Mac Smith. Donc le tome 3, La malédiction des ombres. Le tome 2, La forêt immergée. Et le tome 1, La colonie condamnée. Et ici, on est tout simplement dans une trilogie de post-apocalyptique avec des animaux. Donc principalement des petites souris, mais on est dans la forêt, donc on suit aussi d'autres animaux, des ours, des renards, des cerfs, enfin, voilà, il y a plein d'animaux, donc on est exclusivement des animaux. Les êtres humains ont complètement disparu dans cet univers post-apocalyptique. C'est extrêmement... Le tome 1 est très introductif, pas mal d'action. Voilà, et les petites souris, elles sont vraiment très mignonnes. L'action est très vite posée, ça se lit assez vite. Et alors, une des vraies forces quand même, hein, c'est voilà, le dessin. Le dessin, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Dans le deuxième tome, on a, qui est un tout petit peu plus gros, on a des nouveaux personnages qui apparaissent suite aux événements du tome 1. On découvre des nouveaux complots et finalement les animaux, en tout cas ici, sont assez humanisés parce qu'ils ne sont pas mieux du tout que les êtres humains. On a à nouveau beaucoup d'action. Je trouve que dans ce tome 2, ça va un peu vite et on n'a pas tellement de temps de s'attacher aux différents personnages, aux différents animaux. Mais ce qui est cool quand même, c'est que les auteurs ont conservé les comportements qu'ils ont dans la réalité, j'allais dire, puisque les petites souris, elles sont mignonnes, elles sont gentilles. Les animaux, on a des animaux qui trahissent, on a des loups qui sont agressifs. Enfin voilà, comprenez l'idée. Mis à part le côté où ils sont un peu humanisés dans leur mode de pensée, mais sinon, ils sont assez représentatifs. Et le dernier tome, je trouve que c'est une bonne conclusion. L'auteur répond à toutes nos questions, c'est plutôt bien mené. Voilà, mais... À nouveau, comme le tome 2, je trouve que le tout va un petit peu vite et c'est le reproche que je fais globalement à cette série, c'est que c'est trop rapide en fait. Je trouve qu'on n'a pas le temps de s'attacher aux différents animaux, à ce qui leur arrive, on n'a pas le temps d'avoir peur pour eux, on n'a pas le temps de ressentir des émotions en fait. C'est un petit peu dommage. Le dessin, il est absolument sublime. Vraiment, c'est, je trouve, la vraie force de cette histoire, c'est la colorisation et les dessins qui donnent lieu à des planches, des planches magnifiques avec les petits animaux, les petites souris, tout ça, c'est mignon, on va pas se mentir. Voilà, un très belle, très jolie histoire. La trilogie est close, mais il y a tout à fait moyen pour l'auteur de poursuivre dans l'univers. Il me semble avoir été voir sur son site internet et que éventuellement c'était un de ses projets. Donc il y a moyen de poursuivre dans l'univers, mais on peut tout à fait s'arrêter là. C'est parfait à lire. Peut-être pas pour des petits, mais je pense que pour des adolescents à partir de 12 ans. Voilà, à partir du collège, c'est tout à fait possible. En tout cas, pour moi, c'était une lecture très sympa. Et voilà, si vous avez l'occasion de la découvrir, je vous la recommande aussi parce que moi, mis à part le côté un peu rapide, j'ai passé plutôt un bon moment. Et voilà, ce point lecture graphique est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!